Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition numérique de Tous connectés et après. Bien entendu, ce cycle qui vise à décrypter le numérique est prévu pour être une rencontre physique au Shadok. Malheureusement, la situation sanitaire, comme vous le savez, ne nous permet pas de la tenir en présentiel, puisque nous allons aussi utiliser ces nouveaux mots. Mais on s'est dit qu'il était important de continuer à s'interroger, même si on doit le faire donc en distanciel, en numérique, de continuer à s'interroger sur le numérique. Alors, je vais vous présenter nos invités de ce soir. Le sujet, c'est quelle régulation possible pour les réseaux sociaux. Ce qui nous a poussé à organiser cette soirée, c'est bien évidemment la décision surprenante de Twitter, puis de Facebook et de YouTube de bannir Donald Trump de l'accès à ces réseaux sociaux. Donald Trump, on en pense ce qu'on veut, mais il était quand même président des États-Unis. Dans ce cas-là, est-ce qu'un président d'un pays comme les États-Unis peut-il être censuré par un service aussi important que Twitter, Facebook et YouTube? Nous allons débattre de cette question, de la place des réseaux sociaux dans le débat public et de la manière de l'arbitrer. Et on va en débattre avec deux spécialistes de la question. Notre première invitée est Florence Xel. Donc Florence, bienvenue. Vous êtes professeure de droit du numérique à l'Université de Lorraine et co-directrice de la chaire digitale à Sciences Po Paris. Et donc, vous êtes aussi professeur de droit comparé. Vous connaissez bien le droit européen et le droit américain, ce qui sera particulièrement utile pendant cette soirée. Et nous recevons aussi Nikos Smirnaios, bienvenue. Nikos, vous êtes maître de conférences en information et communication à l'Université de Toulouse et vous êtes auteur en 2017 aux éditions INA de Les GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook et Microsoft, contre l'Internet, les GAFAM contre l'Internet. Et vous avez travaillé sur la manière dont le journalisme et les médias se sont appropriés ou s'approprient les réseaux sociaux. Voilà, donc bienvenue à tous les deux, merci d'être présents. Une première question que j'avais envie de vous poser, puisque souvent dans cette émission, on a besoin de définir un petit peu les termes qu'on utilise. Donc, comme on va parler de liberté d'expression, il faudra définir un peu ce qu'on entend par là. Mais l'une des premières définitions sur lesquelles j'ai envie qu'on se penche, c'est bien évidemment le statut juridique de ces plateformes, que sont Twitter, Facebook. Alors, on n'est pas tous des spécialistes de droit, mais vous, Florence, vous en êtes une. Quel est le statut, ce fameux statut d'hébergeur dont les plateformes se réclament, notamment quand on les met face à leurs responsabilités dans ce qu'elles publient ou ce qu'elles contribuent à publier? Alors, ce qui est assez inédit et assez frappant dans le fonctionnement de ces plateformes, des réseaux sociaux notamment, mais pas que, parce qu'on peut aussi écrire des commentaires sur TripAdvisor ou sur Amazon. Ce qui est particulier, c'est que ces plateformes vont permettre à toutes sortes de personnes, vous, moi, de s'exprimer de manière totalement libre et sans filtre. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas vraiment d'activité éditoriale, ça ne fait pas partie de leur modèle. Et de fait, dès les débuts
des développements de ces plateformes au début des années 90, on est vraiment au début de la démocratisation de l'Internet, on s'est posé la question de leur statut. Et justement, on s'est posé la question de savoir si il fallait les qualifier d'éditeurs ou les qualifier d'hébergeurs. Et les Américains, qui avaient quelques années d'avance sur nous sur le développement de l'Internet, se sont posé ces questions très tôt. Il y a eu une décision spectaculaire à l'époque à propos d'un fournisseur de services qui s'appelait Prodigy, que vous avez probablement peut-être connu, et qui avait été condamné pour diffamation du fait d'un propos tenu sur la plateforme qui était diffamatoire. Et le juge avait dit ah oui, mais Prodigy a une activité de modération parce que Prodigy se réservait le droit d'intervenir s'il y avait, par exemple, des discours de mauvais goût. Et à l'époque, le juge avait admis que l'on puisse considérer Prodigy comme véritablement éditeur de ses contenus. Alors, c'est quelque chose qui a changé lorsqu'on a adopté une législation fédérale en 1996 qui s'appelle le Communications Decency Act, dont on parle beaucoup aujourd'hui, parce que la section 230 de ce texte prévoit une véritable immunité pour les plateformes et elle les qualifie expressément d'hébergeurs. Et donc, en 1996, vraiment, c'est le législateur fédéral qui prend cette décision. Alors, c'était un peu compliqué parce qu'au début, c'était une législation qui visait beaucoup à censurer ou en tout cas écarter les contenus à caractère obscène, mais je passe sur cet épisode. Au final, c'est une législation qui a abouti à consacrer véritablement une irresponsabilité de ces plateformes, du fait des contenus qui sont postés en ligne par des tiers, mais aussi du fait de leurs activités de modération, parce que c'est un texte qui vous dit que lorsque les plateformes de bonne foi se livrent à des activités de modération, on ne peut pas engager leur responsabilité de ce fait. On est en 96. Chez nous, en Europe, c'est la directive de 2000, qui est arrivée quelques années plus tard, qui a prévu un régime d'immunité qui est qui bénéficie peut-être un peu moins aux plateformes, hein, mais qui continue dans la même ligne à les qualifier d'hébergeurs. Et donc, à ce titre, elles ne sont pas responsables des contenus postés. Sauf que chez nous, il y a quand même une réserve qui est que si elles leur signale. Oui, si on leur signale, si elles ont connaissance qu'un contenu est illicite, eh bien, à ce moment-là, elles peuvent engager leur responsabilité si elles n'ont pas pris des dispositions pour retirer ce contenu ou empêcher l'accès à ce contenu. Et donc, on est toujours sur ce statut d'hébergeur avec une responsabilité qui est assez limitée des plateformes. Et pour l'instant, il n'est pas question de revenir là-dessus. Là, en Europe, avec le projet de Digital Services Act, on resterait sur le même type de principe. Les Américains se posent beaucoup de questions parce que chez eux, l'immunité des plateformes est extrêmement large. Donc, ils se demandent s'ils n'iraient pas vers un système plus proche du nôtre. Nikos Myrnaeus, est-ce que ce statut finalement qui dédouane beaucoup les plateformes du contenu qu'elles publient, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un statut qui a permis leur développement et qui finalement a contribué à la diffusion, on va dire à la progression de la liberté d'expression, ou en tout cas de la capacité d'expression, ou est-ce que c'est un statut qui est problématique parce qu'il crée une forme d'irresponsabilité? Je veux dire, les deux, c'est facile. En fait, ce que j'aimerais bien compléter par rapport à la réponse très complète aussi de Florence, c'était mettre aussi ces décisions juridiques dans un contexte, on va dire, politique, économique. Effectivement, ce sont des choix qui ont été faits au milieu des années 90 dans un contexte spécifique qui est à la fois celui de l'hégémonie néolibérale, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, en 96, les années 90, début des années 2000, on est dans un mouvement global de dérégulation à l'échelle du globe.
aux États-Unis évidemment, mais aussi en Europe. Il faut savoir aussi pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément des spécialistes de la question que Internet en soi, c'est-à-dire les réseaux Internet à proprement parler, jusqu'en 1995, n'était absolument pas un réseau commercial. C'était un réseau qui a été financé par l'argent du contribuable américain, notamment dans les dernières années, à partir de 83, par la NSF, qui est la National Science Foundation, l'équivalent, on va dire, du CNRS français. Et donc, il y avait dans son règlement absolument une interdiction absolue d'activité commerciale. Ouais, Et c'est ouais. Bill Clinton, en 95, il me semble, qui a décidé, avec un décret, de ouvrir l'Internet à l'activité commerciale. Et donc, en fait, c'est une politique globale qui vise à la fois de déréguler les secteurs de télécommunications, donc d'enlever toute contrainte qui peut nuire à l'activité économique, d'une part, et d'autre part, de permettre aux acteurs du numérique, on dirait aujourd'hui, on parlait à l'époque d'autoroutes d'information, de se développer. Mais à l'époque, il s'agit des tout petits acteurs. C'est Oui, une c'est ça. petite économie, Mm. qui va très vite grossir dans les années 90 avec la bulle Internet, mais il s'agit de petits acteurs. Le problème principal auquel on est confronté, pas aujourd'hui, depuis plusieurs années, mais aujourd'hui c'est devenu flagrant, c'est pour ça qu'on en parle, c'est qu'il y a, disons, ce statut ne correspond plus à des acteurs qui ont la taille de Google et de Facebook aujourd'hui. C'est un statut qui a été conçu pour des petites startups qu'il fallait laisser vivre, se développer. Or, aujourd'hui, ces acteurs sont les plus grosses entreprises du monde. Je rappelle que les GAFAM sont les 5 plus grosses capitalisations au monde aujourd'hui, avec des centaines de milliards d'euros de valeur. Donc, il y a si vous voulez, inadéquation entre un pouvoir économique énorme et un cadre régulateur hérité d'une autre époque et surtout qui était conçu pour des entreprises d'une autre nature et d'une autre taille. Alors, donc, non seulement elles sont devenues les plus grosses entreprises, mais en plus, elles ont su quand même préserver, en fait, ce statut. C'est-à-dire que est-ce que l'une des raisons pour laquelle ce statut n'a guère évolué depuis 20 ans, alors que l'écosystème de l'information, particulièrement numérique, mais tout l'écosystème de l'information a considérablement évolué, est-ce que le fait qu'on se retrouve comme ça avec une législation obsolète, vous allez me dire si ce terme convient, est-ce que c'est aussi dû à leur activisme et à leur capacité à protéger leurs précarés? Qui c'est qui veut démarrer là-dessus? Florence, peut-être? Alors, juste un mot, c'est-à-dire que je ne suis pas certaine que ces législations soient obsolètes. En tout cas, je ne suis pas certaine que tout le monde le pense. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a un très fort débat sur le point de savoir s'il faut réformer cette section 230 et revenir sur ce principe d'immunité des plateformes. Il y a beaucoup de gens qui sont contre une réforme et qui vous expliquent que justement ce modèle de YouTube, de Facebook, je citais tout à l'heure TripAdvisor, mais il y a beaucoup d'exemples. Il a été rendu possible par cette immunité. C'est ce qui a permis de dessiner ces nouvelles plateformes, ces nouveaux services. Et les gens qui défendent le statu quo vous diront, mais il ne faut pas voir que la part négative de tout cela. Nous avons beaucoup gagné collectivement à l'apparition de ces nouveaux outils, avec peut-être quand même, et ça, là-dessus, je vous rejoins, un changement de taille, un changement de dimension. Je crois qu'en 1995, si ma mémoire ne me joue pas un tour, Amazon est créé en 1995. Qui se doutait que ce petit vendeur de livres sur Internet deviendrait cette surpuissance, cette énorme puissance que l'on connaît, que l'on voit agir aujourd'hui. Et de ce fait, c'est ici qu'il y a probablement un souci, c'est-à-dire qu'on ne s'attendait probablement pas à voir apparaître une situation dans laquelle on a de grandes plateformes, d'immenses plateformes qui sont en situation de domination et qui concentrent entre leurs mains le pouvoir sur le réseau. Et c'est là, sans doute, qu'il y a de quoi discuter.
Oui, je suis d'accord avec ça. Pour revenir encore une fois sur le contexte historique, donc il y a différentes périodes qui sont très importantes pour ce développement. Il faut aussi comprendre que les premières législations dont Florence a parlé portaient en grande partie en fait sur des opérateurs de télécommunications, notamment des fournisseurs d'accès ou des prestataires de services qui donnaient, par exemple, bon pour les plus anciens, accès à des passes personnelles ou des choses comme ça. Donc l'idée, c'était de dire, si moi j'ai un site internet, je l'héberge auprès de tel ou tel fournisseur et j'émets dedans des propos, par exemple, antisémites, est-ce que la responsabilité du fournisseur, a priori, doit être engagée? Bon, évidemment, là, tout le monde, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'en l'occurrence, dans cet exemple-là, il ne faut pas faire ça parce que ça veut dire que personne ne peut rien publier sur Internet s'il y a une responsabilité engagée de l'hébergeur. Le problème, c'est qu'à partir du début des années 2000, on va dire essentiellement à partir de 2004, je situerai ça à cette époque-là parce que c'est le moment où Tim O'Reilly publie un article très influent sur le Web 2.0, qui est devenu une notion qui aujourd'hui est un peu ringarde, mais qui était très importante, et qui disait quoi dans son article? Pour le dire très rapidement, c'est lui qui a mis en avant la notion de plateforme. Il disait qu'en gros, les services les plus intéressants sur Internet doivent justement permettre aux personnes de s'exprimer et c'est aux gens finalement de remplir les plateformes avec du contenu. Et c'est à partir de là où on a basculé. Il y a quand même un certain basculement du fait que cette loi commençait à protéger non pas des fournisseurs techniques, mais des acteurs qui avaient en fait en réalité une vraie prestation, une vraie activité de publication. Ouais. Puisque quand vous publiez une photo sur Instagram, bon, bah, c'est quand même Instagram qui assure la publication, la mise en image, le réseautage avec les gens, la promotion, etc. Donc, on a changé aussi des natures. C'est pour ça que cette législation était un peu problématique. Et il faut aussi considérer le contexte, disons, politique, idéologique, dans le sens où, dans un premier temps, à cette époque-là, pour les plus anciens, il y avait quand même un grand espoir, il y avait un paradigme positif. On parle ici avec Rue 89. Pour ceux qui se rappellent, Rue 89, c'est un site qui a été lancé en 2007 par Pierre Aski notamment, journaliste reconnu, et l'objectif, comme Mediapart d'ailleurs, qui était lancé un an après, et l'objectif explicite, quand vous lisez le premier texte de Pierre Aski quand il a lancé RE 89, c'était vraiment une foi à la participation des gens. C'était une foi sur le fait que les gens vont s'exprimer, on aura une démocratisation de la parole, ça va être intrinsèquement positif. Donc on est quand même dans une époque positive, plutôt positive au début des années 2000 de ce point de vue. Le basculement, il va arriver plus tard et moi, je les situerais de manière très… Alors, il y a les révélations de Snowden, évidemment, 2013, et surtout 2015, Florence me corrigera, où on a commencé à réfléchir sur cette responsabilité de manière plus sérieuse à cause du terrorisme, à cause de l'État islamique, à cause de l'usage qui en été fait. Et les problèmes, et là, je rejoins ce qui a été dit, c'est qu'il y a un problème d'équilibre. Effectivement, aujourd'hui, on est passé dans un paradigme négatif. C'est-à-dire que dès qu'on pense réseaux sociaux, ben, on va avoir un discours sur la haine, le racisme, l'harcèlement, etc. C'est un petit peu la situation inverse, le travers inversé, si vous voulez, de ce qu'on avait au début des années 2000. Et tout ça est, d'une façon générale, un raisonnement déterministe, c'est-à-dire on prête à ces outils une sorte de nature propre, alors qu'en fait, c'est le contexte politique, c'est les usages qui se développent, et surtout, mais peut-être qu'on y reviendra après, c'est l'économie politique, leur modèle économique qui sont en fait plus responsables des problèmes qu'on est en train d'évoquer. Alors, effectivement, il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Sur l'évolution, on a vu aussi ces plateformes, au fur et à mesure qu'elles croissaient en importance et on va dire en notoriété, elles ont modifié leurs conditions d'utilisation par couches successives. Et on en arrive à cette fameuse censure définitive de Donald Trump. Là-dessus, j'ai envie de vous interroger sur qu'est-ce qu'on peut dire de la politique sur les termes
conditions d'utilisation en fait de ces plateformes. Est-ce qu'elles vous sont apparues suffisantes ou est-ce que, selon vous, c'est des paravents en fait pour continuer à faire exactement ce qu'elles veulent? Qui est-ce qui veut bien démarrer là-dessus? Florence, allez. Oui, alors je reviendrai quand même sur ce qui s'est noué depuis quelques années, au sens où il y a eu quand même deux événements majeurs qui ont beaucoup fait réfléchir sur le rôle des réseaux sociaux. D'une part, l'élection de Donald Trump en 2016 et d'autre part, le Brexit. Et dans les deux cas, on s'est quand même tourné vers ces plateformes et notamment vers Facebook en disant qu'avez-vous fait, à quoi avez-vous contribué, sachant que ce sont des plateformes qui quand même sont sur un modèle économique qui est assez simple à comprendre, à savoir qu'elles gagnent beaucoup d'argent avec la publicité et la publicité politique, les contenus sponsorisés. Et donc, c'est vrai que là, on a commencé à se poser des questions de fond. Après, et la réponse, Florence, je vous coupe juste 2 secondes, la réponse, ça a été eh ben, on va rajouter des guidelines, on va rajouter une nouvelle couche, etc. Voilà. Alors, pour ce qui concerne les conditions d'utilisation, moi, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très intéressant dans la communication de Jack Dorsey, le patron de Twitter, qui a fait une série de tweets le 14 janvier revenant sur la décision de suspendre Donald Trump. Donc, il admet un certain nombre de choses. Il dit qu'il vraiment se rend bien compte de la gravité de cette décision, du fait qu'un réseau social comme Twitter n'est pas le plus qualifié, ou en tout cas le plus légitime pour prendre ce type de décision. Et à un moment dans son fil de tweets, il dit nous sommes conscients aussi que nous n'avons peut-être pas été totalement cohérents, consistent en anglais, sur la manière dont nous avons conçu nos conditions d'utilisation et sur la manière dont nous les avons appliquées. Et il l'admet. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup changé leurs conditions d'utilisation. Tous les 6 mois. Oui, peut-être parfois un peu plus, on ne sait plus. Là, pendant la crise sanitaire, enfin qui n'est pas finie, mais il y a eu beaucoup de changements. On ne savait plus très bien où on en était. Même chose pour Facebook, avec quand même de vrais problèmes de transparence, où on a du mal à comprendre ce qui s'applique à nous, comment cela s'applique, comment sont configurés et paramétrés les algorithmes qui sont utilisés sur ces plateformes pour faire le newsfeed, pour aider à la modération. Et donc là, oui, il y a un vrai sujet et je pense que Dorsey est fondé à plaider coupable, si je puis me permettre l'expression. Oui, mais alors, on a eu ce discours, effectivement, après l'élection de Trump, on a eu ces discours après le Brexit. Est-ce que, alors, peut-être que c'est plus une question à laquelle Nikos peut répondre, mais est-ce que ces plateformes sont, on va dire, est-ce qu'elles sont sincères dans leur volonté de s'améliorer ou d'empêcher les formes nuisibles qu'elles produisent elles-mêmes, en fait? Ou est-ce que, d'après vous, d'après votre analyse, de ce que vous savez, de ce que vous avez observé, est-ce qu'on est encore aujourd'hui dans des mesures de poudre aux yeux, quoi? Alors, déjà, je pense que ce qu'il faut préciser, c'est qu'on parle généralement de plateformes, mais toutes les plateformes ne sont pas les mêmes, n'ont pas les mêmes stratégies et n'ont pas les mêmes conditions d'utilisation. Ouais, Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il est normal que ces conditions d'utilisation évoluent et c'est même souhaitable, moi, je dirais. Pourquoi? Parce que ces plateformes aujourd'hui sont avant tout évidemment des entreprises. La base de l'économie politique qu'on enseigne aux étudiants de première année, c'est que les médias sont des entreprises et que donc leur premier objectif, c'est de faire du profit. Donc évidemment, toute leur stratégie, on va dire la plus grosse part de leur stratégie, en tout cas leur attention première, c'est d'augmenter leur chiffre d'affaires. Et surtout, parce qu'on n'est pas dans des simples entreprises
des magasins du coin, de satisfaire l'actionnaire, ce qui implique aussi des contraintes particulières en termes de rentabilité, etc. Mais en même temps, et c'est ça que je trouve moins intéressant dans cette affaire de Trump et tout ce qu'on est en train de discuter, ces entités aujourd'hui sont des entités politiques. Ce n'est plus des prestataires de services. En fait, moi, je les comparerais davantage volontiers avec des médias, avec Groupe TF1 par exemple, qu'avec une entreprise technologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils subissent des influences et des pressions de plusieurs côtés. Évidemment, la principale contrainte, c'est la contrainte économique. Évidemment, derrière, à côté de ça, il y a la contrainte étatique, puisque, comme Florence l'a dit justement, vous vous rappelez peut-être qu'avant Noël, il y a quelques mois, Trump avait menacé de modifier cette section 230 et il brandissait ça comme une menace pour justement juguler ces plateformes. Donc, on a les États, évidemment. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de tentatives de dérégulation, y compris nationales, euh, sur lesquels on peut avoir beaucoup de réserves. Je parle par exemple de la loi contre les fake news en France, sur lesquels tous les experts, tous les groupes professionnels impliqués étaient contre. Pourtant, le gouvernement l'a passé. Et je pense qu'il l'a passé dans un objectif politique pour servir ses propres intérêts politiques. Donc, il y a les gouvernements, il y a les actionnaires, mais aujourd'hui, il y a les mouvements sociaux, il y a les ONG, il y a les utilisateurs et il y a un acteur qui a fait une éruption spectaculaire ces dernières années, c'est les travailleurs même des plateformes. Puisque, chose dont beaucoup de gens ne savent pas, c'est que depuis un an, il y a à l'intérieur des plateformes des grèves, des débrayages, des manifestations, des pétitions sur toute une série de sujets parmi lesquels il y avait précisément la question du discours de haine, du discours des extrémistes et du rôle de ces plateformes dans ce discours extrémiste. Donc, il y a des pressions de toutes parts, ce qui est le propre d'une entité politique, et c'est les interactions entre la stratégie, la personnalité des dirigeants, la stratégie économique, les cadres réglementaires, mais aussi la pression populaire qui a joué un rôle important dans la décision dont on est en train de parler, raison pour laquelle je pense qu'on ne peut pas qualifier cette décision, parce qu'il y a eu beaucoup de discours sur le fait, ah oui, vous avez commencé avec ça d'ailleurs, c'est une décision arbitraire, est-ce qu'on peut censurer le président de ça? Arbitraire, ça veut dire je me réveille un matin et je me dis, tiens, je vais faire ça parce que j'ai envie. Là, ce n'est pas du tout le cas, c'est une décision de nature politique. Et juste pour revenir à votre question sur les conditions d'utilisation, on voit la traduction de cette pression dans les conditions même et dans les dispositifs. C'est-à-dire que les dispositifs techniques, il est en pleine évolution. Il faut imaginer ces plateformes comme une voiture qui roule. C'est-à-dire qu'ils ne sont jamais statiques, elles changent tout le temps. Twitter teste tout le temps des nouveaux dispositifs, il ajoute tout le temps des nouveaux articles. Et moi, j'ai été positivement surpris quand j'ai lu la dernière version qui est telle qui a été mise en jour en septembre, où il y a des sections entières très précises et très claires, je parle toujours de Twitter, parce que Facebook et Google, ce n'est pas tout la même chose, sur, par exemple, le fait qu'il est absolument interdit d'utiliser la plateforme pour démentir des résultats d'élections démocratiques. Ça, je pense qu'on est tous d'accord pour dire c'est quelque chose de positif. Cette mesure a été votée en septembre. Cette nouvelle votée, je dis, ouais. Tiens, je Ouais, parle voilà, comme si elle n'a c'était pas été un votée, parti justement. politique. Ouais, mais Cette alors section a été justement, ajoutée en votre septembre. lapsus est intéressant, Voilà, on va rebondir en là-dessus. vue justement des élections. Donc, c'était vraiment quelque chose de très conscient. Et ce n'est pas un hasard, ça a été fait. Ça a été fait parce qu'on anticipait bien le problème. Donc, voilà, la régulation, il y a la réglementation, je pense, qui est la loi. La régulation, pour moi, c'est quelque chose de plus large qui intègre beaucoup plus d'acteurs que juste la loi et la législation. Alors, si c'est des médias, ok, mais donc dans ce cas-là, ils ont une politique éditoriale qu'ils peuvent assumer. Ce statut de média qu'on leur a parfois appliqué, ils ont toujours refusé ce statut, mais vraiment, avec la dernière énergie. Donc, peut-être que vous, effectivement, vous les considérez comme médias, mais eux, en tout cas, refusent, et encore aujourd'hui, ce statut. Est-ce qu'on peut vraiment les mettre sur le même plan juridique que les éditeurs, qu'un média, comme Rue 89 Strasbourg, comme Le Monde, ou comme le groupe TF1, comme vous disiez. Alors, peut-être je vais passer la parole à Florence. Alors, moi, à titre personnel, je suis
réticente à faire l'analogie, beaucoup la font. Je n'ai pas le sentiment que ces plateformes, ces hébergeurs se livrent à des activités éditoriales. Je serais quand même tentée de dire que lorsque les personnes publient des choses sur ces plateformes, c'est en leur nom. Et c'est cela qui fait la spécificité de ces modèles, c'est que vous pouvez demain produire un contenu sur un réseau social qui devient viral et vous en êtes bien l'auteur. Donc, je reste un petit peu mitigée à l'idée de les assimiler à des acteurs qui aujourd'hui se livrent réellement à des activités éditoriales. Mais je sais que beaucoup font cette assimilation et pensent d'ailleurs que dans la régulation que l'on pourrait aujourd'hui faire de ces acteurs, de ces plateformes, eh bien, on pourrait très largement s'inspirer de ce qui existe déjà en droit des médias et notamment pour tout ce qui relève des médias, par exemple. Parce que, alors, effectivement, si ces plateformes améliorent leur politique de modération en allant jusqu'à effectivement une précision où commenter ou nier des résultats d'élections est interdit. Ça pourrait être interprété comme une ligne éditoriale par exclusion, mais une ligne éditoriale. Et à ce moment-là, si on a une ligne éditoriale, on est un média. Finalement, elles ont fait le pas entre leur statut d'hébergeur et leur statut d'éditeur. Pour moi, cette question, elle est vraiment importante, mais elle n'est pas binaire. C'est-à-dire, c'est pas éditeur ou pas éditeur. Justement, le but, c'est quand même d'inventer quelque chose de nouveau, peut-être. Dans le sens, pourquoi? Parce qu'on a une double contrainte. C'est-à-dire, d'un côté, pour moi, ces acteurs ont une fonction éditoriale évidente. Là, pour le coup, je ne suis pas d'accord avec Florence. Pourquoi? Non pas parce que le fait qu'ils produisent du contenu, parce qu'ils n'en produisent pas, mais parce qu'ils régulent la visibilité du contenu. Et ça, c'est quand même fondamental. Tout à l'heure, Florence l'a dit, n'importe qui peut produire un contenu qui devient viral en son nom, mais il ne devient pas viral par hasard. Il devient viral parce qu'un algorithme va décider d'accroître sa visibilité. Comme à cet l'inverse, algorithme n'est pas neutre. Enfin, oui. Voilà, il n'est pas neutre. Et aucun algorithme n'est neutre. Et l'algorithme, il fait ce qu'on lui dit de faire sur la base d'un certain nombre de critères. Donc forcément, il y a un homme derrière ou une femme qui a décidé, plutôt un homme d'ailleurs, malheureusement, qui a décidé ce qu'il doit faire. Bon. Mais en l'occurrence, la visibilité, c'est quand même dans l'espace public, c'est ce qui compte. Ce n'est pas juste le fait de pouvoir dire quelque chose. Ça, c'était les pièges dans lesquels on est tombé justement au début des années 2000. Où moi, j'ai lu à l'époque, j'étais jeune chercheur, j'ai lisé des rapports faits par des gens très importants qui nous expliquaient qu'il n'y a aucun problème à réguler les médias. On peut déréguler complètement les médias parce qu'il y a Internet et sur Internet, n'importe qui peut dire son point de vue et s'exprimer et trouver un public. C'est archi faux. Si j'écris un truc dans un profil Twitter avec 5 followers, etc., personne ne va lire mon message. En revanche, si j'écris un article ou si j'écris un post qui est pris par l'algorithme, qui est retweeté par d'autres gens, qui rentre dans cette mécanique très complexe, évidemment, il peut avoir de la visibilité. Donc, c'est là, plutôt, c'est dans les choix de l'hierarchisation et de la visibilité que se situe la fonction éditoriale. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Florence me corrigera si j'ai des bêtises, mais les statuts de l'éditeur impliquent une modération, disons, a priori. C'est-à-dire que si Le Monde demain publie un propos antisémite, eh bien, il est responsable de ce propos. Donc, Le Monde fera tout. Je prends un exemple antisémite, mais j'aurais pu prendre un exemple moins flagrant. Le Monde, il a intérêt à contrôler a priori la publication. Le problème, c'est que nous, on ne veut pas, enfin, je veux dire, ce n'est pas dans l'intérêt général que ces plateformes modèrent le contenu a priori. A priori. Ça voudrait dire qu'elles filtrent avant même, sur des critères qui seront complètement opaques parce qu'on n'aurait aucune idée, tout ce que les gens disent. Donc, voilà, il faut manier les grands principes avec attention. La régulation. Donc, vous êtes tous les deux pour un statut intermédiaire, pour qu'il existe un statut intermédiaire entre l'hébergeur et l'éditeur. Juste pour qu'on soit vraiment clair.
À titre personnel, je reste quand même attachée à ce statut d'hébergeur. Je note l'objection consistant à dire oui, il y a une forme de ligne éditoriale quand on adopte des conditions d'utilisation. Oui, il y a une forme de ligne éditoriale quand on les met en œuvre. Je ne suis pas complètement certaine qu'il y ait simplement un algorithme qui détermine la visibilité de X, Y ou Z. Pourquoi ? Parce que le comportement des utilisateurs, il est aussi majeur dans la visibilité que l'on acquiert sur le réseau. Et donc, c'est un jeu qui est un peu plus complexe et dans lequel la plateforme tient certainement un rôle, mais qui n'est certainement pas le rôle d'un directeur de la publication. Donc, oui, tenir compte du fait que ces plateformes fournissent une architecture, qu'elles ne sont pas totalement passives dans la façon dont l'architecture fonctionne. Mais je pense que, et encore une fois, mais c'est ma position, c'est-à-dire que ce que l'on poste sur un réseau social, on le fait d'abord en son nom, et donc on est hébergé. Et je resterai quand même là-dessus, tout en admettant bien volontiers qu'il y a aujourd'hui et très certainement des améliorations à apporter à ce type d'activité et qui sont probablement très spécifiques aux réseaux sociaux. Moi, je pense Allez-y, que Nikos, ouais. de toute façon, je ne suis pas juriste, donc mon avis sur la loi compte pas beaucoup. Mais je vais dire, je fais pas une fixation, si vous voulez, sur les statuts. Je suis aussi attaché au statut d'hébergeur, justement, parce que c'est ce qui garantit en fait une certaine liberté de l'expression du point de vue des citoyens qui participent et qui s'expriment. Peut-être qu'il y a un statut intermédiaire à trouver, mais surtout, moi, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas tout attendre de la loi. On a en fait une conception dans le débat public actuel qui dit oui, il faut une régulation publique, il faut une régulation par la loi, etc. Et on pense que si on vote une loi dans le Parlement français en plus, tout d'un coup, tous les problèmes seront résolus. Ça ne marche absolument pas comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des lois qui sont votées mais qui n'ont aucune incidence si derrière, il n'y a pas de mesures justement d'économie politique. Je prends un exemple. Il y a un gros problème dans les plateformes qui est celui de la modération. On sait aujourd'hui, la plupart des gens croient que la modération sur les plateformes, c'est fait par des algorithmes, des gens, des robots automatiques qui décident si telle ou telle info doit être publiée, ce qui est vrai en partie, mais in fine, la décision finale, surtout dans les sujets les plus compliqués, est prise par des humains. Le problème, donc vous avez des gens qui passent leur journée, ils sont des milliers, des centaines de milliers dans le monde, qui passent leur journée à regarder des vidéos avec de la violence, avec des meurtres, avec des viols, etc. Et à passer leur journée à consommer des contenus comme ça pour décider, une question simple, par exemple, est-ce que telle vidéo est une fiction ou une réalité? Vous voyez, ça, une intelligence artificielle, elle ne peut pas savoir si un meurtre se passe dans un film ou en réalité. Donc, c'est des humains qui prennent ces décisions. Le problème, c'est que ces humains, pour la plupart, travaillent dans des conditions lamentables. Ils sont basés dans les pays du Sud. Ils sont payés très mal. Ils font des heures et des heures sans aucun soutien psychologique. Bref, ils sont exploités par des sous-traitants qui travaillent pour ces plateformes. Bon. Donc, il faudrait, si on veut une meilleure modération, c'est-à-dire si on veut une modération très fine, parce que c'est là où se situe le problème, qui décide de manière très fine tel contenu peut être publié parce qu'il ne doit pas être publié parce qu'il est illégal, et tel contenu, même s'il ne nous plaît pas, il doit être publié parce qu'il est légal. Là, il faut une modération fine, humaine. Il faut des gens, donc il faut embaucher des gens, il faut bien les payer, il faut leur garantir un soutien psychologique s'il faut. Bref, il faut donner des moyens humains pour ce travail très important, on se rend compte aujourd'hui, de modération. Ça, est-ce que c'est la loi qui doit imposer ça? Peut-être. Mais c'est aussi un problème politique. Et donc, un problème politique, ça veut dire qu'on doit tous s'en saisir. Autre problème de ce type, le modèle publicitaire dont on parlait. Florence l'a dit très justement, si les contenus deviennent viraux, si la désinformation devient virale ou tel ou tel contenu haineux, c'est parce que c'est un bon vecteur publicitaire, c'est parce qu'il génère de l'engagement. Et toute l'architecture technique de ces plateformes consiste justement à faire circuler au maximum
les contenus qui proposent le plus d'engagement. Est-ce que Mm. c'est un modèle sain? Absolument pas pour l'espace public. C'est Oui, mais même ça le ne va pas changer. contraire. Voilà. Donc, il y a des solutions. Là, Twitter, par exemple, a fait, vous savez, vous avez une fonction dans Twitter où vous pouvez retweeter, donc Ouais. republier le message de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, vous avez une deuxième possibilité, c'est de le partager en commentant. Mm. Bon, donc ça veut dire que vous avez une pause. Alors, c'est une pause de microsecondes entre le moment où vous décidez de partager une info et le moment où vous la partagez. Vous avez là une décision à prendre. Ça, c'est très important parce que ça introduit, enfin, c'est une petite action, mais c'est important parce que ça introduit la friction. La friction, ça veut dire du temps. Ça veut dire que l'information ne circule pas à une vitesse de l'éclair. Ça nous laisse un petit moment pour réfléchir sur ce qu'on est en train de faire. Typiquement, ça, ce sont des sujets qui ne sont pas réglables par la loi, il me semble, ou en tout cas Ah, sur un niveau très alors, général. ça se discute en fait. Est-ce que la modération, ou en tout cas, est-ce que la régulation doit s'appliquer au seul contenu, donc effectivement, contenu antisémite, contenu offensant, contenu discriminatoire, ou est-ce que la régulation pourrait également s'appliquer à la technologie? Par exemple, est-ce qu'il pourrait y avoir des bouts de technologie interdits parce qu'il a été prouvé qu'ils sont nocifs. Et effectivement, la vitesse de circulation, on le sait que c'est un problème pour la qualité de l'information. Donc, on pourrait très bien imaginer qu'il y ait une régulation technologique. Ou alors je suis le seul à le penser. Non, non. Alors, je voudrais quand même reprendre sur cette question, juste pour signaler que lorsqu'on évolue sur les réseaux sociaux, lorsqu'on évolue dans un monde qui est un monde virtuel, on n'en est pas pour autant dans une forme de non-droit, c'est-à-dire que les règles qui s'appliquent à vous et moi dans nos vies quotidiennes, elles Absolument. s'appliquent aussi sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, ça crée beaucoup de questions nouvelles. Moi, j'ai travaillé avec mes étudiants, par exemple, sur l'impact de ce qu'on appelle l'amitié sur Facebook. D'un point de vue juridique, est-ce que, par exemple, vous pouvez être ami sur Facebook lorsque vous êtes juge avec l'avocat qui est en train de défendre la personne qui est partie au litige que vous devez trancher? C'est des questions qu'on se pose dans tous les pays du monde et ça montre à quel point, comment dire, les réseaux sociaux ont un impact sur nos vies réelles, entre guillemets, mais aussi cela montre que le droit lui-même qui s'applique à nos vies quotidiennes, il s'applique aussi sur les réseaux. Autre exemple, l'exemple du retweet, l'exemple du partage. Quand vous retweetez, quand vous partagez quelque chose, est-ce que cela signifie que vous reprenez ce contenu à votre compte, juridiquement parlant? Donc, si vous retweetez un contenu qui est illégal, est-ce que vous êtes dans votre tort? Ce sont des questions qui n'ont pas encore de réponse définitive. Je dirais que la réponse est plutôt oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est aujourd'hui dans des sphères où le droit s'applique. Et donc, lorsque l'on parle de la modération des contenus, c'est d'abord une modération qui vise des propos, des contenus qui d'ores et déjà sont légalement répréhensibles. C'est-à-dire que quand on vise, je ne sais pas moi, l'incitation à la haine, quand on vise ce que Twitter appelle l'apologie de la violence, etc., ce sont déjà des comportements et des propos qui sont considérés comme illicites. Oui. Et simplement, ce qu'on dit aux plateformes, c'est arrêtez d'avoir autant de contenu illicite chez vous, sur vos architectures. Et donc là, oui, je vous écoute. Allez-y. Non, allez-y. Non, mais il me semble que là, et c'est pour ça qu'il y a toujours ces échanges avec les plateformes qui ont une injonction quand même assez importante, enfin une injonction en tout cas, qui sont appelés à prendre leurs responsabilités pour éviter la prolifération de contenus qui sont illégaux, qui sont illicites. Ça, c'est tout à fait juste. Alors, Pierre, si tu permets, pour la fluidité du débat, puisque là, on est évidemment un peu chaud là, dans le vif de l'affaire. Bon, et absolument, ce qui dit Florence, c'est très important, parce qu'on a un discours circulant dans la sphère publique, notamment dans beaucoup de politiques,
qui explique que les réseaux sociaux, c'est le Far West, on peut tout dire, c'est n'importe quoi, etc. Or, il y a tous les jours des gens qui sont condamnés pour des propos tenus sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, la plupart des gens qui tiennent des discours de haine et qui font des harcèlements, etc., ils sont éponymes, ils sont absolument éponymes avec leur nom, prénom, etc. Donc, on peut très bien appeler, signaler sur Pharos, appeler la police, porter plainte, et beaucoup de gens finissent condamnés par les tribunaux tous les jours en France parce qu'ils sont en infraction à la loi. Donc ça, c'est très clair. Après, il y a différents problèmes. Évidemment, le premier problème, Florence l'a dit, c'est les volumes, parce qu'en fait, le volume des échanges, le volume des commentaires, il est quand même gigantesque, donc c'est absolument difficile de surveiller tout ça, et c'est peut-être pas souhaitable non plus. Mais moi, je voudrais jouer un peu l'avocat du diable. Le droit, ce n'est pas quelque chose qui est donné par une instance supérieure. Les droits, c'est quand même le résultat, la cristallisation, on va dire, d'un processus politique et des rapports de force. Il y a des lois, par exemple, Viktor Orban, aujourd'hui en Hongrie, il a voté une loi sur les utilisations des réseaux sociaux qui va complètement à l'encontre du principe démocratique. Est-ce que les plateformes doivent respecter cette loi? Donc, vous voyez, on est quand même aussi… c'est pour ça que je pense qu'effectivement, la loi, c'est fondamental, notamment dans les démocraties libérales, mais ce n'est pas les seuls leviers. Et pour répondre à la question que vous avez posée tout à l'heure, est-ce qu'il doit y avoir une loi sur la technologie ou une régulation technologique? J'ai dit absolument oui. Par exemple, on a aujourd'hui des gros problèmes avec ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. On n'a pas évoqué ces sujets, qui sont en fait des algorithmes qui sont éduqués, on va dire, sur des bases de données, c'est-à-dire on leur donne des grosses bases de données où ils font des associations d'informations statistiques et à partir de là, ils développent un comportement autonome, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Le problème, évidemment, c'est que si vous leur donnez des données biaisées, eh bien, les décisions que l'AI va prendre sont biaisées. Si vous leur donnez des photos des criminels et parce que le système carcéral des États-Unis est raciste, vous leur donnez des photos de personnes incarcérées et les 90% sont des Noirs, forcément, l'AI va suspecter beaucoup plus les Noirs. Donc là, il y a des biais qui doivent être régulés par la technologie. Mais ce que je voulais dire, c'est que la loi, mais là, encore une fois, je parle sous le contrôle de Florence, elle n'est pas là pour dire à Twitter, tu dois faire telle ou telle fonction, ou tu dois faire appel à telle ou telle partie pour contrôler ton contenu. La loi, elle est là pour énoncer des grands principes. Par exemple, le principe de la transparence et le principe du fait de rendre des comptes peut être objet de la loi, mais après, l'implémentation, ça doit rester quand même le travail des acteurs. Et on s'aperçoit, par exemple, aujourd'hui, que vous avez des stratégies divergentes. Twitter, quand il démantèle un réseau de désinformation aujourd'hui, très souvent, il prend tous les données. Il dit, par exemple, aujourd'hui, j'ai supprimé 10 000 comptes parce qu'ils faisaient de la propagande pour le régime chinois. Bon, ce qu'il fait après, c'est de mettre tous ces comptes dans un paquet d'informations, des data, et de dire, voilà, ils sont là. J'ai fait analyser ça par 3 centres de recherche indépendants, et en plus, je vous mets à disposition les données pour tout chercheur indépendant s'il veut les examiner. Ça, pour moi, c'est un comportement judicieux. Facebook ne le fait jamais. Facebook donne accès aux données que aux scientifiques qui travaillent pour lui. Donc là, il y a un biais, puisqu'il faut des tiers indépendants, par exemple des universitaires, des ONG, des organisations. Bon, il y a des mouvements aujourd'hui. Facebook a créé un conseil supérieur, Twitter de la même façon. Bon, ça, c'est des pas qui, pour moi, vont dans la bonne direction, même si évidemment le problème n'est pas résolu, et surtout qui sont des pas qui ont été imposés aux plateformes. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont fait des gaietés de cœur, comme le fait aussi de suspendre Trump. À mon avis, ils n'ont pas fait, ils n'ont pas fait ça dans la joie et dans la bonne humeur. Ça leur a été imposé. Donc ça, c'est, disons, signe d'espoir pour l'avenir. Alors, effectivement, tout est dans la loi existante. La plupart des délits qu'on constate et des dérives sont déjà punissables par la loi. À chaque fois qu'il y a une nouvelle loi qui pointe le bout de son nez de régulation ou voulant intervenir sur les réseaux sociaux ou sur Internet ou dans le numérique, il y a toujours une partie des gens qui disent « mais ça existe déjà ». Pour autant, il y a quand même toujours des lois qui continuent d'être
d'être apportée. Rien qu'en France, on a eu, vous l'avez vaguement évoqué, la loi anti-fake news, et puis on a eu la tentative de loi Avia. Comment est-ce alors l'une comme l'autre est là pour le sécurité globale. Voilà. Et alors la loi sur la sécurité globale qui n'est pas encore votée, mais qui prévoit aussi énormément d'actions dans le champ du numérique. Mais corrigez-moi si je me trompe, mais ces lois-là ont eu à peu près zéro impact sur l'écosystème de l'information numérique. Moi, allez-y, Florence. Ouais. Non, mais si je peux me permettre de réagir, je ne saurais pas dire quel a été l'impact de la loi dite anti-fake news. Pour la loi Avia, elle a été très, très largement vidée de sa substance. Donc aujourd'hui, on peut difficilement en dire quelque chose. D'une manière générale, ce sont des textes dont l'objet principal était tout simplement d'imposer aux plateformes une obligation de retrait face à certains contenus que l'on considère comme étant particulièrement préjudiciables, particulièrement répréhensibles. Et la loi Avia, on peut la comparer à la loi allemande de 2018 qui impose aux plateformes de retirer certains discours de haine dans un délai de 24 heures sous peine d'une amende assez importante. Donc, oui, ce sont des textes qui incitent ou qui veulent imposer aux plateformes une action rapide de retrait des contenus, donc qui incitent à la modération. Je pense qu'il y a d'autres aspects de la régulation que l'on peut envisager. C'est ceux dont on parle en ce moment à l'échelle européenne, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. L'Union européenne, en tout cas la Commission, a publié avant Noël 2 textes qui sont absolument majeurs, qui sont capitaux. Et alors là, il s'agit de réguler strictement, puisqu'on a d'un côté le Digital Services Act qui porte beaucoup sur cette question de la régulation des contenus, et de l'autre, le Digital Markets Act qui vise les pratiques de ces plus grandes plateformes qui sont qualifiées de portiers ou de contrôleurs d'accès, de gatekeepers. Et dans les 2 cas, on leur impose des obligations lourdes, par exemple l'interopérabilité, mais on leur impose aussi, et ça c'est important pour nous quand on parle des réseaux sociaux, le respect de certaines garanties procédurales. Et ça, je trouve ça assez intéressant et assez important quand on voit ce projet de Digital Services Act, puisqu'il dit, alors il veut bien évidemment mettre les choses à plat et faire en sorte que tous les États membres de l'Union européenne soient au diapason, mais globalement, il dit que de manière générale, désormais, lorsqu'on intervient sur un contenu ou sur un compte, on doit donner les raisons, on doit permettre à la personne de contester la décision, et on doit, si le conflit persiste, permettre à cet utilisateur de pouvoir porter sa contestation devant un organisme de règlement des litiges, un organisme certifié. Donc, cela veut dire qu'ici, cette régulation ou cette législation, elle intervient dans l'optique de donner des garanties aux utilisateurs. Et si on parle du Digital Markets Act, par exemple, si ce texte est adopté en l'état, vous aurez le droit, par exemple, de désinstaller des applications préexistantes lorsque vous achetez, par exemple, un nouveau matériel. Donc, ça va changer beaucoup de choses à notre vie de tous les jours, à notre vie d'utilisateur. Et en l'occurrence, je pense dans le bon sens, c'est-à-dire que ce sont des textes qui sont relativement stricts, mais ce sont des textes de protection et je n'irai pas repousser ce type d'initiative. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que le Digital Services Act et le Digital Market Act sont en cours d'élaboration à la Commission européenne. Est-ce que vous pouvez être un petit peu plus précise sur le processus? Ils ont été publiés même, mais après il y a un processus long de ratification, de réflexion. C'est pas déjà une directive, oui, voilà. Non. Alors déjà, c'est une proposition, dans les 2 cas, ce sont des propositions de règlement, ce qui signifie que ce sont des textes qui sont d'application directe dans tous les États membres, à l'image du RGPD.
Et ce sont des propositions qui ont été publiées par la Commission européenne le 15 décembre et qui désormais vont passer au travers du processus législatif qui est propre à l'Union et donc qui devront être adoptés par le Conseil et par le Parlement. Donc il y aura bien évidemment des débats, peut-être des modifications de ces textes, mais ce sont véritablement des textes qui visent à très sérieusement encadrer l'activité des plateformes et notamment des plus grandes plateformes. Sur ce sujet, si je peux me permettre, effectivement, je suis d'accord avec Florence. Je trouve que les initiatives à l'échelle de l'Union européenne sont intéressantes, non seulement en raison de leur contenu, mais aussi en raison du fait qu'elles arrivent du coup à contourner un problème qui est très important et que vous avez évoqué, c'est-à-dire les lois des circonstances qui sont le résultat d'une configuration politique à l'intérieur d'un État-nation. Et je prends l'exemple de la loi fake news. La loi fake news, en fait, contre le fake news, qui n'a pas été appliquée du tout, à ma connaissance. En tout cas, les juges n'ont pas beaucoup mobilisé Alors, pour rappeler, en fait, la loi contre le fake news consiste à appliquer ces demandes de retrait très rapides qui peut émaner aussi directement de la police pendant une période préélectorale. En fait, cette loi a été une réponse du gouvernement contre le Macron Leak. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Oui. lors de la campagne 2007, il y a eu Russia Today, c'était Russia voilà, Today. c'était toute une partie des mails de l'équipe de Macron qui a été diffusée, donc qui a été piratée puis diffusée. Donc, c'était une réponse à ça. Donc, c'est une loi des circonstances. De même que la loi Avia, c'est une réponse, en gros, au mouvement des Gilets jaunes. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que ce que la loi Avia prévoyait, c'est-à-dire un retrait sous signalement de la police, par exemple, des contenus sous 24 heures. En fait, elle arrivait à légaliser des pratiques qui existent déjà. C'est-à-dire que dans la pratique, concrètement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la police peut appeler Facebook directement et lui demander de retirer tel ou tel contenu. Et Facebook le fait en se basant sur ses propres conditions d'utilisation, avec des interprétations plus ou moins fidèles, on va dire, de ces conditions d'utilisation. Ça arrive tous les jours. Et ce n'est pas un hasard si le patron de Facebook France aujourd'hui, c'est Laurent Soli. Laurent Soli, c'est un conseiller de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur en 2005. Et de là, il est devenu PDG de TF1, directeur général, et puis il est passé à Facebook. Il ne connaît rien en informatique, Laurent Soli. Par contre, il connaît tous les services de police, il connaît tous les gouvernements. Son rôle, c'est un rôle politique. De même que le responsable de relations institutionnelles de Facebook Monde, c'est un ancien président de parti politique, du Parti libéral en Grande-Bretagne. Donc ces gens-là, ils ont un rôle politique, c'est de négocier avec les pouvoirs politiques. Et le risque, si vous voulez, quand on reste à l'échelle nationale, c'est qu'on a des régulations taillées pour, en fait, pour un certain gouvernement, ou en tout cas un certain tout à parti. fait. En fait, il y a un échange, c'est-à-dire un échange de bons procédés, un peu comme le font les médias classiques, hein. C'est-à-dire qu'ils acceptent une forme d'intervention de l'État, une forme de régulation, en échange qu'on les laisse tranquilles faire leur business. Donc, à quoi ça sert, par exemple, d'avoir une loi Avia si on n'impose pas aux plateformes, ce qui est le cas dans le cas de tous ces tentatives législatives, si on n'impose pas des procédures de transparence qui ont été évoquées tout à l'heure, si on ne l'impose pas, par exemple, d'embaucher des gens en interne pour faire cette modération. Vous voyez ce que je veux dire? On leur demande de faire une modération à la carte sans des obligations qui iraient à l'encontre de leur modèle économique, qui pénaliseraient leur rentabilité. Donc, c'est du donnant-donnant, et c'est lui qui perd en quelque sorte, c'est les citoyens, c'est les blogueurs, c'est le mouvement social qui voit ce contenu censuré parce qu'un policier, sans passer par les juges, a réussi à faire censurer ce contenu. Donc, on est un peu dans la loi, on va dire, du plus fort, et raison pour laquelle je pense que le cadre européen, il est peut-être plus adapté. Alors, après, comment dire, je suis plus sceptique sur la partie marché, parce que là, on est vraiment dans des propositions de règlement qui continuent à intégrer une logique néolibérale, un idéal d'un marché, comment dire, parfait. Et donc, l'objectif, c'est un marché parfait. Bon, c'est un autre débat, mais sur la partie contenu, effectivement, c'est très intéressant comme initiative. Florence, vous voulez rebondir là-dessus?
Oui, enfin, à ma connaissance, la loi de 2004 prévoit déjà que l'autorité publique peut demander le retrait de certains contenus. Si ma mémoire est bonne, et peut-être que je fais erreur, mais la loi Avia se contentait simplement de réduire le délai qui était donné aux plateformes pour retirer les contenus. Moi, je ne la vois pas comme une loi de circonstance, cette loi Avia. Je pense qu'elle est d'ailleurs pas très éloignée de ce qui s'est fait en Allemagne. Je crois que l'idée, c'est de faire en sorte que les plateformes retirent les contenus les plus toxiques, les plus nocifs. Je pense qu'effectivement, de toutes les façons, à partir du moment où on leur demande d'assurer ce type de modération, il faut aussi s'assurer qu'elles le font de manière transparente. Il faut aussi s'assurer qu'elles le font avec des moyens qui sont véritablement adaptés. Il faut s'assurer qu'elles le font avec toutes les garanties nécessaires. Mais je pense aussi qu'il n'est pas forcément très réaliste dans certaines circonstances de dire qu'on va aller demander à un juge de prendre la décision parce que l'institution judiciaire n'est pas équipée pour agir très rapidement et de manière suffisamment souple pour pouvoir retirer des contenus viraux, des choses qui vraiment créent un danger. Et je pense que pour ces petites fractions de contenu, tout ce qui relève du terrorisme, par exemple, et tout ce qui relève aussi on parle de la pédopornographie, enfin des contenus viraux, vraiment des choses graves, gravissimes. Je pense qu'il faut pouvoir y aller rapidement, avec derrière des facultés de contestation, toutes les garanties possibles. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi des raisons objectives qui font qu'on a envisagé ce type d'obligation. Ce que vous nous dites là, c'est qu'en fait, il faut trouver une forme de curseur, enfin, il faut placer un curseur entre une régulation qui serait d'égide publique, donc sous la forme d'une justice, et puis une régulation qui serait donc d'égide privé à l'intérieur de ces plateformes, mais qui répondrait finalement plus ou moins aux mêmes critères que la régulation de la justice, finalement. Oui, enfin, là, on parle de contenu, et ce que je viens d'évoquer, ce sont des contenus qui sont vraiment fortement répréhensibles. Après, sur des politiques de modération plus larges, je parlais de Prodigy tout à l'heure. Prodigy disait, voilà, moi, je m'autorise à intervenir lorsque je trouve qu'un contenu est de mauvais goût. Et donc, je dirais, Facebook censure... distinction entre des infractions pénales qui parfois sont graves et des stratégies de modération. En revanche, ce qui est sûr, c'est que je ne crois pas qu'on puisse être dans un modèle classique lorsqu'on approche les réseaux sociaux. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, je trouve, même si ce conseil, je ne sais pas comment on pourrait le traduire, conseil de surveillance, Cour suprême, enfin cette instance créée par Facebook pour traiter des contenus de modération, peut certainement être perfectionnée. Moi, j'y vois des choses très positives. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est le fait de faire intervenir un tiers qui est neutre et indépendant, qui n'est pas une instance étatique, qui n'est pas la police, qui n'est pas… Non, c'est une instance composée d'experts. Et on l'a fait intervenir dans des décisions de modération graves. Là, je viens de voir justement que Facebook a décidé de soumettre à ce conseil de surveillance sa décision de suspendre Donald Trump. Il est un peu dommage que ça n'arrive que maintenant. Il est un peu dommage qu'il faille une décision de Facebook pour soumettre cette question à cette à ce fameux conseil, qui devrait être capable de s'autosaisir. Oui, il devrait avoir compétence, mais il me semble, et moi je l'espère, c'est qu'il faut arriver à trouver une sorte d'équilibre entre les injonctions qu'on adressera aux plateformes, que dans certains cas, l'autorité publique peut être amenée à adresser aux plateformes, les décisions que les plateformes prennent et l'intervention d'une instance tierce, neutre, experte, sur les options les plus importantes, sur les décisions les plus graves. Et moi, je suis assez favorable à justement un système
assez souple, mais dans lequel on puisse faire intervenir, encore une fois, une instance un peu indépendante. Voilà, pour éviter… Je suis d'accord avec cette idée, mais par contre, il y a quand même un problème. Alors, sans mettre en cause la qualité des personnes qui composent ce conseil, il y a des collègues parmi eux tout à fait respectables, mais ce conseil n'a aucune légitimité démocratique. C'est-à-dire que personne ne sait comment les choix de ces personnes est fait, Absolument. comment son budget est décidé, etc. Et c'est là où je pense qu'il y a un paramètre qu'on n'a pas abordé, mais qui, pour moi, à mon sens, il est intéressant et qui a été notamment évoqué par Elizabeth Warren pendant la candidate à la candidature démocrate pendant les élections. C'est que pour elle, ces services-là, ce sont ce que les Américains appellent des utilities, c'est-à-dire qu'ils ont en fait une fonction de service public. Ce n'est pas des entreprises publiques, mais ils ont une fonction de service public. Et cette notion-là, ça introduit en fait des obligations qui peuvent être des natures démocratiques et non pas simplement des obligations à respecter un cadre réglementaire type business, etc. Et l'exemple qui me vient à l'esprit, qui est tout à fait comparable, c'est la régulation de la radio et de la télévision par les CSA. Pourquoi est-ce que, je ne dis pas que c'est les CSA qui doivent s'en occuper, absolument pas. C'est d'ailleurs un problème de la loi fake news. Les CSA n'a pas du tout, absolument pas le moyen de le faire. Mais pourquoi on accepte que les CSA imposent des règles aux chaînes de télévision et des radios? Parce que les chaînes de télévision, y compris privées, utilisent des fréquences qui sont un bien public. Et donc, ils ont une vocation, ils ont une fonction de service public, même TF1, même M6, même les chaînes privées. Donc, et l'équivalent aujourd'hui sur Internet, c'est Facebook, c'est Google, parce qu'ils occupent une position monopolistique. Ce n'est pas juste une entreprise parmi 1000 entreprises qui font la même chose. Ce sont 3 à 4 entreprises qui contrôlent l'essentiel des plateformes. Donc, à travers cet argument de leur position monopolistique, on pourrait éventuellement imposer ce type d'obligation de service public, ce qui ferait par exemple que les utilisateurs puissent participer à des votes. Et là, on reconnaît la nature politique de ces acteurs pour élire ce conseil avec un programme, avec une ligne que chacun va défendre et il ira auprès des utilisateurs. C'est ce qui se passe, par exemple, dans le cas de Wikipédia. Pas exactement comme ça, mais il y a des mécanismes de ce type. Alors, donc ça, je crois que vous êtes tous les deux d'accord là-dessus. Une sorte de board de surveillance, de conseil de surveillance, en fait, un peu comme il existe dans certains médias, et dont les membres seraient élus par les utilisateurs. Allez-y, Florence. Ah, mais moi, je suis absolument et totalement d'accord. Je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener, mais plus largement sur la gouvernance de ces plateformes, avec aujourd'hui quand même un Facebook qui a plusieurs milliards de gens qui se connectent sur une base régulière. Et donc, au sein duquel les utilisateurs ont bien évidemment voix au chapitre. Et donc, je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener sur la démocratisation de ces plateformes et qu'on ne se retrouve pas exclusivement dans un jeu entre un acteur privé d'un côté, l'État de l'autre, et des utilisateurs qui tentent tant bien que mal de comprendre ce qui leur arrive ou en tout cas de suivre le mouvement. Et pour revenir à ce que dit… Et ce sont des choses qu'on entend aujourd'hui, qu'on entend aux États-Unis chez certains, et ce qu'on a entendu chez Jack Dorsey il y a quelques jours. Moi, cet argument me fait bondir, et je ne sais pas si Nikos me rejoint là-dessus, mais il dit, de toutes les façons, si nos utilisateurs ne sont pas d'accord avec nos conditions d'utilisation et la manière dont nous les mettons en œuvre, ils peuvent toujours aller ailleurs. Et c'est l'argument… Alors, je l'entends aux États-Unis chez tous les gens qui disent, mais finalement, on va régler le problème par de l'antitrust. C'est-à-dire qu'éventuellement, on ira jusqu'au démantèlement. En tout cas, on va faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'acteurs sur le marché, et puis les gens feront leur petit choix, ils iront là où ils veulent en fonction des conditions d'utilisateurs qu'on leur impose, des conditions d'utilisation qu'on leur impose. Et là, pour le coup, je n'aime pas du tout cet argument, que je ne trouve pas convaincant et pas forcément honnête. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on va sur un réseau,
c'est précisément parce qu'on y a de l'information, parce qu'on a des contacts. Et si l'on va sur Twitter, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde sur Twitter. Et donc, je ne dirais pas jusqu'à parler d'un phénomène de capture, mais on y reste sur Twitter. On a envie d'avoir accès à l'information. Et donc, c'est un argument que je ne comprends pas et c'est un argument que je trouve facilement amené pour justement éviter les deux choses que Jack Dorsey ne veut pas. D'une part, une régulation par l'État et d'autre part, une remise en cause de sa gouvernance. Alors, il parle d'une décentralisation à l'image de la plateforme Bitcoin, dont on ne voit pas très bien comment elle pourrait être mise en place sur un réseau social. C'est encore quelque chose dont il faudrait discuter. Mais là, je crois qu'il y a deux sujets qui fâchent, mais qui sont des voies un peu indispensables. Et cette réflexion sur la démocratisation, elle est majeure. Nikos ? Oui, bon, ça, c'est un argument classique du monopole, évidemment. Quand quelqu'un a un pouvoir énorme, il vous dit, ben, vous avez qu'à partir. Mais comme l'a dit Florence, la base de l'économie de l'Internet, enfin la base de l'économie des réseaux, c'est l'effet des réseaux. C'est-à-dire qu'on est d'autant plus nombreux dans un réseau qu'il y a du monde. Et c'est justement pour cette raison-là qu'il y a eu un monopole dans les télécoms pendant des années en France, parce qu'il fallait une interopérabilité entre les réseaux téléphoniques. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, jusqu'en 81, il existait de fait un monopole sur les réseaux téléphoniques qui était une entreprise privée, AT&T, mais qui avait des obligations de service public. Ça existe en France aujourd'hui, on peut le concevoir. Bon, évidemment, Jack Dorsey, à partir du moment où il est propriétaire de 5% de Twitter, ce qui équivaut à plusieurs milliards de dollars, et que sa fortune dépend directement de la rentabilité de son entreprise, c'est le cas de Zuckerberg aussi, de tous ces gens-là, évidemment qu'il n'a pas envie qu'on diminue la rentabilité de son service. C'est surtout ça le problème. Ce n'est pas une question… Alors, ils essaient de revêtir ça avec dans des arguments de nature politique, philosophique, mais in fine, ce qui est en jeu, c'est leur fortune et la fortune de leurs actionnaires. Ce que vous nous dites, Nikos, c'est qu'en fait, ils ne veulent pas d'une modération, enfin d'une régulation assistée et transparente, etc., parce qu'évidemment, elle contribuera à réduire la viralité des contenus. Et disons que les susceptibles de prendre une gouvernance indépendante de l'actionnariat, c'est susceptible de prendre des décisions qui iraient à l'encontre des intérêts de l'actionnariat. C'est aussi simple que ça. Oui. Et évidemment, bon, c'est là où bon, on peut généraliser un peu le débat, parce que là, on parle de plateformes numériques, mais on peut parler de l'économie en général. Je veux dire, si on prend le cas de l'alimentation, parce que moi, je n'aime pas trop couper, si vous voulez, cette partie du reste, quoi. Si on prend le cas de l'alimentation, on peut raisonner exactement de la même façon. Donc, finalement, c'est un problème du capitalisme contemporain. Ce n'est pas un problème des plateformes. Oui, mais alors, si vous dites ça, c'est mort. On n'arrivera jamais à réguler les plateformes sociales si ça doit passer par une régulation du capitalisme. Ah bah, c'est vous qui le dites. Je vous laisse responsable de vos propos, mais il me semble qu'il y a quand même, quand on parle de transition écologique, il s'agit bien de réguler les industries, par exemple, pour qu'ils émettent moins de CO2. C'est typiquement ce genre de débat qu'on est en train d'avoir. C'est le même débat d'ailleurs, puisque ces acteurs-là aussi contribuent au phénomène de changement climatique en raison de, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des choix techniques qu'ils font pour favoriser leur rentabilité. Par exemple, le fait une application sur un portable va connecter le serveur 40 000 fois dans l'heure pour savoir tout un tas de données qui servent au ciblage publicitaire, cela crée du CO2. Et si on prend une décision dans l'intérêt écologique et on dit qu'il faut arrêter ça, c'est bien une régulation qu'on fait auprès d'un acteur technologique pour le bien collectif. Donc, et aujourd'hui, on est en train quand même d'intégrer ça. Donc, je ne serais pas si pessimiste que vous, Pierre. Moi, je me demande un petit peu quelle est la bonne échelle de régulation, en fait, parce qu'effectivement, les régulations macroéconomiques, bon, elles peuvent intervenir, mais c'est quand même assez lent, et puis généralement sur des modes non contraignants,
au niveau de l'OMS, ce genre de choses. S'il faut attendre que ça bouge au niveau de l'OMS pour espérer une régulation, ne serait-ce que sur la manière, sur les effets délétères de la viralité des contenus générateurs d'indignation, etc., ça n'arrivera pas avant 10 ans, quoi. Enfin, parce que là, ce qui m'intéresse un petit peu, c'est aussi comment est-ce qu'on peut profiter de cette prise de conscience qui a été linéaire depuis, vous l'avez déjà évoqué, mais qui est maintenant très prégnante suite à l'attaque du Capitole. Est-ce qu'il y a un coup à jouer et à quel niveau? Allez-y, Florence. C'est difficile, hein, c'est une question difficile. Ouais. Moi, je vais répondre de manière beaucoup plus terre à terre, mais pour revenir à l'actualité américaine. Ça a été dit tout à l'heure. Je crois que là, Joe Biden a sur son bureau le dossier des plateformes, le dossier de la fameuse section 230. Que Trump a voulu réformer, ça a été dit, puisque Trump voulait rendre les plateformes qui se livrent à de la modération responsables, donc en faire des éditeurs. Et je pense que oui, en tout cas, si on regarde ce qui se passe aux États-Unis, il y a un coup à jouer et il va être joué très vraisemblablement. Il va être joué sur le terrain de la régulation des contenus et des réseaux sociaux via une réforme de la section 230. Il va aussi être joué sur le terrain du droit de la concurrence, de l'antitrust, avec, là encore, des Américains qui, pour certains, et Elisabeth Warren a été évoquée, sont quand même farouchement partisans du démantèlement. Quelqu'un comme Tim Wu, dont vous connaissez probablement le nom, a écrit un ouvrage expliquant pourquoi il faut démanteler les plus grandes plateformes, comme on l'a fait pour la Standard Oil au début du XXe siècle. Ou Bell. D'ailleurs, c'est presque une idée que j'entends plus défendue aux États-Unis que je ne l'entends en Europe, paradoxalement ou non. Donc oui, il y a un coup à jouer. En tout cas, le coup sera joué de part et d'autre de l'Atlantique, en tout cas pour ce qui nous concerne, ce qui est le plus proche de nous, qui va être probablement dans le sens d'une reprise en main, en tout cas d'une affirmation par les États de leur autorité, par rapport à des plateformes dont on considère qu'elles sont aujourd'hui hors de contrôle, ou en tout cas bien trop puissantes. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est par là qu'il faut aller? Et là, j'avoue que je suis dans la plus... je ne suis pas encore fixée là-dessus. Est-ce que finalement, les plateformes pourraient être vues comme une sorte de surcouche de l'Internet et avoir être démantelées et avoir des critères d'interopérabilité, mais effectivement plus d'acteurs, ne plus être dépositaires de la centrale, d'une manière centrale de la technologie. Bon, ça c'est effectivement, c'est en discussion, mais ça nécessitera quand même une volonté politique extrêmement affirmée, je pense. Moi, ce que je voulais dire par rapport, peut-être, ce sera peut-être mon propos un peu conclusif, parce que il me semble qu'on a épuisé quand même le sujet en grande partie. Il faut surtout éviter, à mon sens, de séparer cette question du reste. Et je donne un exemple très simple. On sait que, par exemple, dans toutes les enquêtes scientifiques sur le sujet, il y a des explosions, des pics de discours de haine, de discours racistes, de discours sexistes, etc., quand les médias dominants ou des politiques qui ont une position importante portent un discours de ce type. Il y a l'exemple de Trump, mais il ne faut pas oublier aussi l'exemple de récents attentats en France, où on a eu un déchaînement.
des récents attentats en France. Ah oui, oui, oui. On a eu un déchaînement, à mon sens, islamophobe sur les chaînes d'information qui a été immédiatement suivi par ce type de commentaires sur Internet. Quand vous avez des gens d'extrême droite qui se baladent sur toutes les chaînes d'information en portant un discours haineux, il est normal, enfin en tout cas la recherche l'a prouvé, que derrière vous allez avoir du discours de haine sur Internet. Donc on ne peut pas séparer, si vous voulez, Internet du reste. Et pour revenir à ce que disait Florence, évidemment, TeamView, donc ça c'est sur un autre niveau, plutôt l'organisation du marché. TeamView, il propose ça, Elizabeth Warren propose ça, mais on a mis 40 ans à arriver là. Il ne faut pas oublier que depuis 1980, il n'y a quasiment plus de régulation de ce type. En tout cas, aux États-Unis, il n'y a pas eu de démantèlement, il n'y a pas eu d'action antitrust. L'action antitrust était considérée complètement ringarde. Dans le bouquin de TeamView, il décrit bien comment la victoire du camp, on va dire, néolibéral dans les lois concurrentielles a fait en sorte, paradoxalement, à première vue, mais logiquement finalement, de renforcer les monopoles. Donc, il s'agit évidemment, on est dans une période d'une impasse politique des démocraties libérales et pour moi d'une impasse également du capitalisme à répondre aux questions qui nous préoccupent. Et c'est la raison pour laquelle on se pose aujourd'hui ces questions-là. Donc, évidemment, on peut trouver des solutions partielles, sectorielles, mais il y a quand même un problème plus large. Il ne suffira pas d'interdire à Facebook ou de faire en sorte que Facebook diffuse moins de discours haine. Si on a Éric Zemmour à la télé toutes les semaines, 4 fois par semaine, franchement, on ne va pas résoudre le problème. Donc, voilà, il faut une vision un peu plus globale, il me semble, ne serait-ce que pour la compréhension des enjeux, pas pour apporter des solutions, je ne suis pas politique moi, mais pour comprendre ce qui se passe. Nico, c'est pas politique. Hein, je suis candidat à rien. Voilà, c'est ça, plutôt. Florence, est-ce que pour vous, finalement, il faut effectivement aussi garder cette question dans la régulation globale des médias, ou est-ce qu'il serait préférable de garder la partie numérique, de s'occuper de la partie numérique de manière séparée? Alors, écoutez, moi, je suis quand même assez sensible à ce caractère très inédit, très particulier du numérique en général et des réseaux en particulier. Vous connaissez peut-être ce philosophe italien, Luciano Floridi, qui dirige l'Oxford Internet Institute, qui a forgé avec quelques autres cette expression de « on life ». Et il utilise ce mot pour dire que voilà, nos vies d'aujourd'hui, elles se déroulent à la fois en ligne et dans le monde physique. Et que peut-être que cette barrière que l'on pouvait peut-être faire autrefois, il y a peut-être 15 ans de ça, hein, entre la vie en ligne et la vie réelle, eh bien cette barrière, c'est fini, elle a explosé. Pourquoi ? Parce que nous vivons au quotidien en étant en permanence connectés, tout en étant dans le monde physique, dans le monde réel. Et je crois qu'il y a une très forte particularité dans cette vie-là. Hein. Il utilise ce terme de « on life », et il dit, voilà, cette nouvelle vie, ce monde du tout connecté, il nous conduit à tout repenser, tous nos concepts fondamentaux, par exemple la responsabilité, il nous conduit à repenser à nouveau frais toute notre manière de voir le monde. Et donc, je considère aujourd'hui que justement ce champ du numérique, ce monde du tout connecté, cet univers du tout connecté, il présente des particularités telles qu'on ne peut pas toujours le penser avec des catégories qui ont été élaborées en d'autres temps et pour d'autres types de réalités. Voilà, et c'est la raison pour laquelle je dirais, voilà, le réseau social, c'est quand même quelque chose de particulier, de spécifique. Ouais. C'est-à-dire que s'en occuper sur le champ du numérique revient à s'en occuper finalement dans l'ensemble du champ médiatique.
Oui, alors pour revenir sur mes sujets plutôt qui relèvent de tout ce qui est régulation, j'aurais envie de vous dire que bien évidemment, on va appréhender ce nouveau champ à partir des outils existants, des réglementations existantes, des concepts existants, mais qu'il y a beaucoup de choses à inventer qui sont vraiment propres à ce monde-là. On a parlé tout à l'heure du droit des médias, de l'histoire des médias, de l'histoire du broadcasting. On en parle beaucoup aujourd'hui. Et oui, bien sûr, pour mobiliser toute cette histoire-là, évidemment, il faut aller regarder ce qui s'est fait, mais je n'irai pas le plaquer sur ce que nous vivons aujourd'hui et sur les réseaux sociaux, ce qui a été fait en d'autres temps et pour une autre réalité. Super. Eh ben, merci à tous les deux. Merci Florence Gzell, merci Nikos Smirneos. Merci d'avoir été à la fois très précis et de nous avoir emmenés sur des concepts et des réflexions dont nous découvrirons, en tout cas on peut l'espérer, la concrétisation ces prochains mois ou ces prochaines années. Merci d'avoir consacré autant de temps. On a eu quelques questions sur le chat, mais en fait, elles ont été répondues au fil de l'eau. Donc, c'est pour ça que je ne vous les ai pas passées. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dans un mois pour une nouvelle question liée au numérique. Et comme Florence l'a très bien dit, ça revient finalement à parler de tout le reste de notre vie. Et c'est pour ça que c'est important qu'on s'y intéresse. Merci, à bientôt. Merci au Shadok pour cette initiative et ce partenariat. Au revoir à tous. Au revoir.